Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait deux segments d'ailleurs. Là, je dois lever mon chapeau à nouveau à Gab pour les deux sujets. Donc on fait un place au débat pour commencer et un au son de la cloche pour conclure. Donc vous allez voir là, un sujet, encore une fois, on fait un peu de politique dernièrement. Là, on va changer un peu de zone géographique assez drastiquement, là, mais il y a quelque chose d'assez intéressant à parler. Et on n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on a fait beaucoup de topos sur les élections françaises, canadiennes, Québec. On a parlé des midterms et des élections américaines beaucoup. Là. Mais je pense que ça va être assez intéressant d'aller de ce côté-là du globe et également de ce côté-là de la vision politique, certains Politique. diront, ouais. Donc, encore une fois, on a fait un peu on vous a moussé exactement où est-ce qu'on s'en va, là. Puis au son de la cloche, on va parler encore une fois d'un des... T'sais, on essaie de pas trop revenir sur les sujets courants là, qui sont moussés dans les médias économiques et financiers. Là. On sait exactement qu'est-ce qui se passe. On sait le terme récession revient à chaque 2 secondes, peu importe le média, donc on ne veut pas non plus revenir sur ces sujets-là éternellement, mais il y a quand même des changements qui sont intéressants, des zones hybrides un peu entre l'inflation, entre les enjeux d'approvisionnement et avec la guerre en Ukraine. Je pense qu'il y a des points de mire qui sont importants de parler, donc vous allez voir en deuxième partie, et je te passe la parole à l'instant, Gab, même si aujourd'hui ça va être un petit peu moins pertinent comme disclaimer. En fait, le disclaimer devrait moins tourner sur la logique des recommandations, plus sur la logique de l'opinion, je pense, qui Mon est très Dieu, intéressant à prendre, je pense. tu lis dans mes pensées au niveau de la préparation du pitch, du speech, du disclaimer, mais évidemment, tout ce qu'on parle, c'est notre opinion personnelle, hein, il ne s'agit pas d'une recommandation à faire telle ou telle chose. Ça, c'est pour la partie, on va dire, légale, entre guillemets, là, les mentions spécifiques. Mais évidemment, le but aujourd'hui, ça va être non plus de pas non plus être exhaustif, on va dire, complet sur les sujets qu'on va traiter, étant donné que c'est des trucs très larges. Hein. Je suis pas non plus. Moi et JP, on n'est pas non plus des experts en politique du pays qu'on va mentionner, loin de là, mais on essaye de se renseigner un peu sur ce qui se passe, le but étant de vous donner un peu nos différents points d'opinion, puis peut-être euh, champ d'intérêt, on va dire, par rapport à ces sujets-là. Et le but, évidemment, c'est de rester neutre. Hein, je veux dire, c'est de ni critiquer, on va dire, tel ou tel système ou telle ou telle opinion. Il faut rester neutre et ouvert aux propositions et aux objections qu'on peut avoir là. Exact. Donc, entamons immédiatement avec le premier segment, le place au débat. Parfait. Donc, comme vous l'avez très bien compris, le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, c'est à savoir est-ce que oui ou non Benzema méritait le Ballon d'Or. Donc, Non. Gab, je te laisse. Non, non, c'était pas ça. Bon, Mais merde. c'est pas ça le sujet, mais oui, Bon, il le méritait, par il le exemple. méritait, donc on clôt le débat, donc ça termine l'épisode d'aujourd'hui. Non, trêve de plaisanterie, pardon, là, comme vous savez, Gab et moi sommes très fans de foot et même si je suis canadien sirop d'érable, là, ouais, certes, je veux quand même faire mention de Benzema, mais passons aux choses sérieuses. Donc vous l'avez bien évidemment probablement compris et c'est également d'actualité présentement. Là, on veut parler de la réélection pardon, de Xi Jinping. Donc, il y a présentement là, le fameux congrès du Parti communiste, qui est le 20e d'ailleurs dans l'histoire, je pense, qui a commencé le 16 octobre. Et c'est un moment toujours assez important, bien évidemment, parce que ça prend des décisions assez drastiques. Et c'est souvent un congrès dans lequel il y a énormément de changements, sauf un. Donc, il y a présentement, je pense, 170 000 officiels là, qui pourraient être appelés à changer de fonction un peu à gauche et à droite dans les différentes grappes, strates, peu importe comment vous allez mentionner ça, là, du parti. Mais M. Jinping, le président, est appelé, bien évidemment, à conserver son siège, à conserver sa place. Lui qui, encore une fois, là, un peu réduit la limite qu'il y avait d'âge. Je me trompe pas, c'était 68 ans de mémoire, là, où un président pouvait conserver sa place. Il est maintenant à 69 ans de mémoire. Et il se retrouve en position là, de justement avoir un mandat renouvelé, malgré le fait, comme on le dit, que le Parti communiste et le Congrès amènent toujours beaucoup de changements. Donc ça amène un peu de questionnement. On sait, bon, comme toujours, il y a une énorme opacité dans le système politique chinois, donc le Congrès amène de manière très contrôlée toujours, mais un peu de regard sur ce qui se passe. Là. Je pense que il y a ce volet-là qui est intéressant dans les prochains jours qu'on va voir, même si la conclusion de la présidence va être, encore une fois, est déjà connue depuis bien des jours et même depuis bien des années, on le sait.
Mais c'est quand même assez intéressant. C'est important aussi de le mentionner. Je pense que le nombre de membres du Parti communiste, c'est 96,7 millions. Là. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'appui au final lorsque le vote de confiance sort. Là. Mais je pense que c'est assez intéressant de le mentionner. Et on sait que la Chine fait face, à mon avis, et encore une fois, je n'ai pas une connaissance très énorme de l'histoire chinoise et des complexités de l'histoire chinoise, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de défis présentement. Il y a beaucoup de gestion dans les dernières années qui ont été problématiques, qui ont été pointées du doigt encore plus avec, bon, certains diront la communication et tout, là, les réseaux sociaux, etc., qui vont quand même mettre l'emphase sur ce que la Chine faisait, qui, il y a de cela à peine 10, 20, 30 ans, là, on n'avait pas autant d'emphase sur ce qui se passait en Orient. Mais on le voit quand même bien, la gestion de la COVID, on va essayer d'en parler un petit peu, je pense, Gab, dans le segment d'aujourd'hui, mais la gestion de la COVID qui a été compliquée et qui est toujours compliquée lorsqu'on considère les fameuses mises en quarantaine là, de villes en entier, le fait presque de mettre des vis au niveau des portes pour empêcher les personnes de sortir. Ce qui se passe aussi avec la gestion des minorités au niveau de la Chine, donc il y a quand même quelques enjeux connus également là-dessus, et ben, tout ce qui se passe avec la démocratie à Hong Kong et Taïwan. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets chauds, il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur la Chine, même si en général on sait qu'il y a souvent des clashs sur l'échiquier mondial entre les États-Unis et la Chine. Présentement il y en a toujours, mais la Russie, avec ce qui se passe en Ukraine, ben, a pris un peu d'emphase aussi sur le monde médiatique socialiste communiste entre guillemets là. Mais je pense que c'est quand même important de rappeler le fait que ben, malgré tout ça il y a beaucoup de sujets d'enjeu et c'est un peu embêtant de voir que ben, le pouvoir, la personne à la tête qui contrôle énormément, ben, va rester stable malgré le fait que son mandat qui se termine présentement et qui va être renouvelé certes a été quand même assez problématique. Il y a beaucoup de dossiers chauds qui ne sont pas réglés et qui n'amène pas beaucoup d'espoir sur le fait que ça va se régler facilement. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'espoir forcément sur ce qui va se passer avec la démocratie à Hong Kong, ce qui va se passer avec les minorités, ce qui va se passer avec la gestion de la COVID s'il y a une nouvelle vague en Chine et ce qui va se passer avec Taïwan également. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu, le fait de dire mais c'est plein de dossiers en suspens mais qui vont encore une fois être gérés par une personne qui on sait très bien qu'est-ce qu'il veut faire sur chacun de ces dossiers-là. Ouais, alors c'est là où j'ai trouvé ça drôle d'appeler en tout cas le segment l'élection de Xi Jinping est-elle inévitable? Oui, elle est inévitable en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'élection en fait en Chine. Je pourrais vous remettre un peu de contexte aussi sur le fonctionnement en tout cas de la République populaire de Chine, quel est son nom officiel. Parce que vous le savez, la Chine est divisée entre deux entités politiques, Taïwan, donc la République de Chine, Republic of China, ou ROC, comme on dit en anglais, et la PRC, donc la République populaire de Chine, qui est née en fait depuis le gouvernement de Mao Zedong en 1949, quand ils ont repris Pékin. Et ben, ce système politique en fait est centré autour d'organes centraux qui est en fait le Parti communiste. Hein, parce que oui, il y a des institutions comme dans n'importe quel autre pays, donc une chambre législative qui s'appelle le Congrès national, une présidence, un pouvoir exécutif avec un premier ministre qui existe, donc ça c'est le pouvoir exécutif, et un pouvoir judiciaire, donc qui est la Cour suprême. Mais ces institutions ont très peu de pouvoir en fait au final parce que le seul parti unique c'est le Parti communiste. Et qu'en réalité tout ce qui se passe en fait de manière intéressante dans la vie politique de la République populaire de Chine, c'est au sein du parti. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres partis autorisés à part quelques partis mineurs qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui sont en fait assez de mèche, on va dire, avec le Parti communiste chinois. D'ailleurs, être membre du Parti communiste, c'est un privilège en Chine. Je crois que c'est à peu près 100 millions de personnes qui sont membres du Parti communiste. 96,7, ouais. Ouais, ah, tu vois, j'étais pas loin. Et à 4 millions, excusez-moi. Absolument. Donc c'est le plus grand parti, en fait, en termes de membership au monde, en fait. Mais tu peux pas être membre de ce parti-là comme tu es membre, par exemple, dans un parti politique canadien, par exemple. Tu as juste besoin de payer et devenir membre, etc. Non, pour être membre du Parti communiste chinois, ça peut prendre des années, voire des décennies, en fait. Et c'est un privilège, si tu veux, pour être accepté comme membre. Et en réalité, toute la politique se fait à l'intérieur, en fait, de ce congrès, en fait, des membres du parti, qui, eux, vont décider d'un comité central, donc on appelle le politburo, et le comité central, je crois, ou le comité de décision, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est on va dire, le petit politburo, donc c'est vraiment là, les plus grands, les personnes les plus importantes, on va dire, évidemment, du régime chinois, avec aussi tous les gouverneurs, etc., de province. C'est un système politique assez complexe, honnêtement, pour nous, occidentaux, mais en réalité, ce qui est important, c'est qui est le chef, en fait, du comité central, qui est, en l'occurrence, le Xi Jinping, donc qui est
secrétaire général, c'est le nom exact dans les pays communistes, c'est comme ça qu'on appelle ça comme ça, secrétaire général du Parti communiste et président aussi de la Chine. On sait qu'avec la réforme constitutionnelle, d'ailleurs, il a le droit d'octroyer ce rôle à vie, en fait. Donc, en théorie, il pourrait être en fait le nouveau Mao, en fait, Xi Jinping. Et c'est ça qui, je pense, inquiète les Occidentaux, c'est qu'on est de retour, on va dire, vers une dictature forte, comme on l'avait connu en fait en Chine durant la révolution culturelle. Donc, vous le savez, dans les années 60-70, hein, qui était, on va dire, là où le pouvoir chinois était au plus fort. Bon, après, on sait que la vague libérale a changé, on va dire, l'économie chinoise s'est progressivement ouverte sur le monde. On se souvient de Deng Xiaoping. Pour ceux qui ont fait quelques cours d'économie, ils connaissent probablement ce nom-là, mais on sait que la Chine est un pays très particulier avec une façon de procéder qui est particulière, hein, pour le coup. Et ce qui est intéressant, tu l'as bien dit, JP, c'est que peut-être c'est l'un des congrès qui commence à poser des questions, en fait, parce que Xi Jinping, jusqu'à présent, était incontesté, on va dire, c'était un peu... En fait, il était le nouveau Mao, là, mais on sent que d'ailleurs, il y a eu des banderoles, d'ailleurs, qui ont été affichées, chose qui est impensable d'habitude en Chine, de protester, c'est très rare. Des manifestations qui se font aussi par rapport à la crise du logement ou de l'immobilier qui est en Chine. Des interrogations par rapport à Hong Kong. On sait que ça se transforme progressivement en une espèce de dictature, hein, Hong Kong, puisque les élections sont truquées. Enfin bref, on le sait tous, hein, mais c'est des faits, hein, c'est même pas d'une opinion. Et même une contestation même par rapport à la gestion, tu l'as bien dit, de la crise sanitaire qui a vraiment laissé pantois beaucoup d'habitants, en fait, qui... un peu comme la doctrine russe, et là je te laisserai continuer là-dessus, JP. La doctrine chinoise a été un peu comme la doctrine russe, et bah de dire, écoutez, nous citoyens, on veut la prospérité, on veut la paix, en fait, finalement. On veut la paix, puis vraiment que les choses aillent mieux, en fait, par rapport à il y a 20 ans. Mais par contre, la politique, c'est vous qui vous en occupez. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des débats progressivement avec l'ouverture sur le monde, les chaînes Telegram, etc. Et bah que ce système est quand même assez verrouillé, et si tu veux, bah que c'est pas une démocratie. Bon, la réélection de Xi Jinping ne fait même pas de question, mais bon, c'est clair que il va se passer peut-être des choses, etc. On n'en sait rien, et c'est vrai que je pense que c'est là où le débat va se former, là. Exact. Puis on voit, il y a beaucoup de similitudes entre Poutine, leader à vie, et Xi Jinping, justement, leader à vie un peu, là, encore une fois, dans la même trame. Puis c'est là où tu l'as bien dit, on voit un disconnect un peu entre la politique et la population. Ce que Poutine fait avec la Russie présentement, on voit vraiment beaucoup une trame d'intérêt personnel. Ce que Xi Jinping fait également, mais c'est sûr que la logique de Mao l'inspire probablement beaucoup. Et justement, sa quête de pouvoir, sa quête d'ampleur en étant avec des astérix, bon, il y a toujours un challenge là-dessus, mais la principale économie mondiale, etc. Je pense que ça crée justement un disconnect entre l'intérêt du leader et de certaines personnes dans la garde rapprochée de ce leader-là, qui ont des rôles absolument énormes et qui ont aussi un culte du pouvoir assez significatif. Mais c'est ce qui est un petit peu inquiétant avec le fait que ce soit les deux principaux pays qui représentent le communisme, qui est un système, une idéologie politique qui était, encore une fois, basée sur des fondements qui ne peuvent qu'être respectés à la base, mais là, il y a une certaine... Il y a des extrêmes qui se créent avec ce genre de structure-là. Et tu l'as bien dit, moi, ce que je vois, c'est que le Congrès est exactement le moment où les personnes parce qu'on l'a dit, le 170 000 officiels dans le parti... Il y en a beaucoup, et il y a des personnes qui sont de plus en plus haut qui s'opposent un peu à ce que Xi fait présentement. Et c'est une occasion parfaite pour un président qui est sûr de sa réélection, qui a encore une fois un énorme mot à dire dans le fait de pouvoir, en bon français et québécois aussi, dégager du monde de leur siège. Donc il va clairement faire des changements qui vont couper très clairement des personnes qui mettaient à risque un petit peu son autorité. Maintenant, quelle va être la réaction? Quelle va être la réaction de personnes qui sont peut-être moins importantes dans le pouvoir en termes d'officiels? Quelle va être la réaction de la population également à ce genre de retrait-là d'opposition qui était valable à un leader? Quand tu commences à couper ton opposition, je pense que tu crées également un énorme risque que la suite de ton mandat, qui repart encore une fois pour une autre période, pourrait être appelé à mettre un petit peu d'huile sur le feu par rapport à ce qui se passe dans la société. Donc, Poutine l'a fait et le fait encore un peu maintenant, et c'est un peu sommaire. Donc, je pense que si c'était pas de ce qui se passe en Ukraine, vraiment, Poutine n'aurait pas eu autant d'opposition. Il l'a fait, on a vu toute médiatique là, avec son opposant qui a failli assassiner avec des produits chimiques, là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau de Xi. Encore une fois,
c'est clairement ce qui va se produire. Il va y avoir des autres têtes qui vont être sorties du parti ou qui vont changer de rôle et on verra la suite. Ce qui m'inquiète, et c'est un petit peu la particularité, c'est de dire c'est beau réélire, c'est beau les dossiers qu'on parlait, la COVID, les minorités, Hong Kong, etc. Le point qui m'inquiète toujours et que je ne vois pas forcément la position de Xi et de la Chine, c'est qu'est-ce qui va se produire avec un dénouement éventuel ou une continuité de ce qui se passe justement avec la Russie et l'Ukraine. Un rapprochement entre la Chine et la Russie encore plus significative pourrait avoir des impacts majeurs et je trouve que Xi, en étant toujours très proche de la Russie malgré tout, n'a pas vraiment fait un énoncé clair de ce qui se produisait. Je sais pas si c'est, encore une fois, pour fin politique. On sait que sa réélection était garantie. Encore une fois, on est dans un place au débat, mais c'est ce qui m'inquiète. Je trouve qu'on sait qu'il y a énormément d'opacité, on l'a dit, dans la politique chinoise, mais ce point-là me dérange. J'aimerais avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui pourrait se produire, parce qu'un rapprochement, que ce soit économique au niveau des ressources, c'est un petit spoiler sur le deuxième sujet qu'on va parler, mais le fait que la Chine devienne encore plus un consommateur des énergies de la Russie pour encore une fois continuer à amener énormément de cash et de liquidité en Russie avec leurs principales ressources au final. Et militaire potentiellement, ça vient changer énormément la position qu'il peut y avoir ou un peu la force de pouvoir économique et militaire à travers le monde. Donc c'est ce qui m'inquiète. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de zones grises là-dessus. Et j'ai peur que c'était calculé encore une fois pour justement limiter l'impact social, même si encore une fois la décision ne vient pas du peuple au niveau de la réélection de M. Jinping directement. Mais je pense qu'il y a ça qui m'inquiète beaucoup, c'est le dossier qui m'inquiète le plus et que je ne pense pas qu'il va y avoir le dénouement facile. En fait, c'est simple, je vous mets directement carte sur table. Le culte du pouvoir de Poutine avec l'Ukraine, c'est le culte du pouvoir de Xi avec Taïwan. Et si le dénouement finit par être, espérons-le, plus de conflits armés en Ukraine présentement, mais qu'il n'y a pas non plus des sanctions ou une tombée complète de la Russie, ben c'est quand même pas entre guillemets un incitatif, là, mais ça montre que ben, la Chine peut très bien s'en sortir encore mieux que la Russie. La Russie, économiquement, s'en portait pas si bien avant la crise. Imaginez maintenant. Et la Chine, en contrepartie, est beaucoup plus stable en quelque sorte pour faire ce genre de démarche-là. Donc, c'est ce qui m'inquiète. Et je trouve qu'il n'y a pas de position là-dessus. Et c'est souvent lors de réélections que là, ben, tout est permis et qu'on voit des dossiers qu'on ne voudrait pas bouger peut-être plus drastiquement qu'on le penserait. Là. Ouais, ce qui est. D'ailleurs, bon débat, hein, JP, je dois t'avouer, j'aurais pensé peut-être à ces points-là, là, mais c'est vrai que c'est intéressant le parallèle que tu fais, là, mais. Après, tu vois, je serais un peu plus en opposition, je dirais, sur tes derniers statements, je n'ai pas le terme, là, mais tes dernières prises de position, on va dire, par rapport à ce que tu as mentionné, là, sur la guerre en Ukraine. La situation n'est pas exactement la même, hein, quand même. Il faut faire attention, quand même, dans point de vue russe, bah, il y a cette logique de confrontation, on va dire, avec l'Occident, en fait, cette espèce de guerre ethnique, hein, qui va commencer à se poser, en fait. Donc, je pense qu'il y a d'autres, c'est une autre problématique, en fait, qui se pose dans le conflit russo-ukrainien. Taïwan, c'est un peu différent, parce que c'est vrai que tout le monde est perdant dans l'histoire. C'est que si jamais il y a évidemment un découplage qui s'accélère entre la Chine et l'Occident, eh ben, la Chine peut être perdante parce elle a certaines choses, par exemple à Taïwan, dont évidemment elle est dépendante, en fait, surtout les semi-conducteurs. On sait que Taïwan à part une petite île, c'est une vraie économie puissante. Hein. Ça fait partie des dragons, là, comme on appelle, là, de ce que j'avais entendu chez les géographes, là, les fameux dragons asiatiques, là, qui est une espèce de puissance à part du Japon, donc Corée du Sud, etc., Philippines, etc., Vietnam. C'est un peu. C'est ça qui me pose problème en fait. Dans le scénario d'une invasion, bah, c'est clair que tu coupes tous les liens, si tu veux, avec Taïwan. Et on sait que bon, les dernières opérations militaires qui ont été faites en fait depuis la Seconde Guerre mondiale sont souvent des échecs. Hein. D'ailleurs, on se rend compte d'ailleurs avec la guerre en Ukraine que les guerres de mouvement telles qu'on les a connues en fait pendant des centaines d'années en fait ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Il y a toute la logique de ravitaillement qui devient assez importante. J'ai peur qu'une invasion navale soit un fiasco, en fait, parce qu'un naval, ça demande énormément de préparation, ça prend une logistique au point. Ça risque d'être compliqué. En revanche, c'est vrai que l'éclair, et puis d'ailleurs les propos de Xi Jinping en ouverture du Congrès, sont assez inquiétants, parce qu'il dit qu'il veut récupérer Taïwan. Moi, j'ai peur qu'on passe par une récupération un peu comme a été fait avec Hong Kong, si tu veux. Que ça se fasse par la voie, on va dire entre guillemets, diplomatico-diplomatique, ou par
intégration culturelle en fait de long terme, tu vois, un peu comme ça a été fait encore une fois à Hong Kong et Macao, parce qu'on sait pour rappel que Hong Kong c'est un espèce de bail qui a été fait par le gouvernement britannique en 2050, si Mhm. je me trompe pas, dans ces eaux-là, hein, pour 50 années. Ça a été fait dans les années 90, ou rétrocession, c'est le terme exact. Et dans lequel Hong Kong fait partie de la Chine, mais possède son propre gouvernement, ses propres institutions, mais ces institutions sont quand même pas mal d'obédience à Xi Jinping, en fait, à Pékin. Donc ça pose des questions par rapport à réellement la vraie démocratie hongkongaise. On sait qu'il y a eu pas mal de recul des libertés qui ont été faites, et j'ai peur que ce même système, même s'il n'arrive pas directement, pas comme une grappe si tu veux, et arrive indirectement par une espèce de soft power qui irait à absorber, on va dire, l'économie taïwanaise. Bon, après, pour connaître des gens qui proviennent de Taïwan, ces derniers sont très hostiles évidemment à la Chine continentale et je pense se défendront évidemment, comme l'ont fait les Ukrainiens contre les Russes. Donc c'est un peu ces deux, comment dire, scénarios qui sont un peu différents. Si je peux revenir par contre sur un dernier point, moi je pense que la grosse problématique qui va se poser dans les prochains mois, par contre, c'est le Covid. Parce que le Covid, c'est vraiment le point qui a pas mal cristallisé, je te dirais, le négativisme autour de. Enfin, la critique, pardon, de Xi Jinping. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde la politique du zéro Covid? Est-ce on décide d'abandonner ce dogme-là en sachant que, tu vois, dans l'ouverture en tout cas de la réunion du parti, Pékin, pardon, a été complètement sacralisé en fait comme zone zéro Covid, donc tu vois avec des tests partout, etc. Et tu as des habitants qui ont commencé à dire non, on veut revivre, on veut plus de tests Covid, on veut juste de l'argent, on veut juste travailler si tu veux, on veut juste faire vivre notre vie, etc. Donc ça pose des questions de savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Et je suis malheureusement assez sceptique par rapport à la possibilité d'avoir une politique zéro Covid qui soit complètement mise de côté du côté de Pékin. Je sais pas ce que t'en penses, JP, non, mais j'ouvre ça comme ça. Non. Non, effectivement, ben, tu sais, je pense que c'est, comme on l'a dit, ça fait partie des débats qui vont être à suivre. La tristesse, encore une fois, c'est que le fameux conseil va se terminer sous peu avec, bon, les résultats qu'on va connaître. On verra, encore une fois, moi, c'est ce qui va m'intéresser, je l'ai dit, là, c'est de voir la reprise des dossiers, la réouverture des dossiers qui étaient mis un peu en suspens le temps que toute cette paperasse politique-là ait lieu. C'est ça qui va être intéressant, encore une fois, de voir là, dans la perspective 6 mois, 1 an, peut-être, là, ben, qu'est-ce qu'il va y en être, sachant comme tu l'as dit, le contexte sanitaire, le contexte économique également qui pourrait être un petit peu en dents de scie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être à suivre sur ce sujet-là. Et on verra bien évidemment, comme toujours on le dit, là, je pense sur les places au débat politique, là, si ça vaut la peine, on pourra refaire un topo là-dessus, je pense. Mais d'ici là, passons à notre deuxième segment, le Au son de la cloche. Parfait. Donc, on revient un peu sur bon, la commodité qui est le gaz naturel. On veut parler le terme anglais, corrige-moi, Gab, en français si tu l'as, là, mais les gas caps, là, le fait de mettre un contrôle ou une limitation ou une restriction, ou certains parlent de corridor ou peu importe, là, dans l'anglais de threshold et peu importe, là, sur le prix du gaz naturel russe. Donc, c'est quelque chose qui est en discussion entre le G7 et l'Union européenne présentement. C'est encore une fois, ça va peut-être virer un petit peu en place au débat aussi, d'une certaine manière, parce qu'il y a il y a des points pour évidemment et des points contre de cette stratégie-là. Mais effectivement, là, donc, le but est on sait toutes les contraintes et ce qui se trame un peu pour les prochains mois avec l'hiver qui s'en vient. On sait que le fait de mettre un certain contrôle, bon, l'impact de la Russie sur l'échiquier mondial du gaz naturel est importante. La réduction de leur livraison au niveau de l'offre a un impact à la hausse sur le prix. La demande a été, comme on l'a dit, modifiée, mais pas beaucoup. C'était relativement modeste quand même le besoin, surtout dans les prochains mois, là, entre autres de l'Union européenne. Et on se retrouve donc avec un scénario où bien le prix peut être encore appelé à être énormément contrôlé et continuer à être une arme indirectement aussi de pression sur l'Union européenne et sur l'Occident de la part de la Russie. Donc le fait de se rejoindre en tant que consommateur, donc c'est la demande, encore une fois le G7 et l'Union européenne qui se mettraient ensemble pour définir une limitation au niveau du prix, que ce soit de toute forme, un prix fixe ou encore une fois des barèmes, je veux dire threshold, vous me comprendrez, pour justement contrôler un peu mieux le prix
reste une stratégie intéressante, mais lorsque c'est fait par la demande et non par l'offre, ou du moins en cohésion avec l'offre, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas des discussions qui sont bilatérales présentement entre la Russie et l'Union européenne, le G7, pour les raisons qu'on connaît. Je pense que c'est un débat qui rend les choses intéressantes. Ma vision, et encore une fois, je te passe la parole là-dessus, Gab, par la suite, c'est sûr que, encore une fois, il y a beaucoup de pression politique. Je le répétais depuis quelques temps, mais c'est un jeu d'échecs. Présentement, on sait que la réaction a été assez directe. Dès que les discussions se sont entamées, ben, le volet offre côté Russie, mais tu as le CEO de Gazprom qui est sorti en disant un peu la même chose que ce que Poutine avait dit à l'époque, en disant, ben, si vous mettez un contrôle sur le prix, on n'enlève plus et c'est tout. Comme je dis, il y a des pour et des contre des deux côtés. À mon avis, côté Russie, c'est bien beau dire on n'enlève plus, mais ils ont besoin d'avoir le cash pareil. Encore une fois, ça a un énorme impact sur leur économie et ils n'ont pas non plus la capacité rapidement d'aller rediriger ça vers d'autres pays, d'autres segments de la demande. Oui, on sait qu'il y a la Chine, mais c'est pas encore parfait. Donc c'est sûr qu'il y a ce volet-là. Si on regarde du côté de l'Europe, ben, c'est sûr que ça montre un peu la peut-être non-réussite de la transition qu'ils voulaient mettre en place quand même assez rapide vers, on en avait parlé, le gaz naturel liquéfié, etc., ou le nucléaire ou des sources alternatives. Donc, ils ont réussi à compenser un peu, mais pas assez. Donc, moi, je vois ça un peu comme étant, est-ce que c'est un peu un ultimatum? Là, on est rendu loin si on veut essayer de contrôler le prix sur une ressource qu'on achète. Donc, c'est sûr qu'il y a ce volet-là qui m'inquiète un peu. Donc, je vois ça comme étant avec des pour et des contre des deux côtés. Est-ce que ça va se faire ou pas se faire? Je ne pense pas, mais je pense que c'est plus de l'ajout de politique indirectement dans le but d'avoir un hiver où bien l'Union européenne ne va pas non plus devoir s'acheter des doudounes et se faire des feux de camp. Là. Donc, c'est un petit peu ça que je vois. Là. Mais ça montre encore une fois le fait que ben, les mois passent et ce n'est pas un sujet qui est réglé. Et c'est surtout quelque chose qui peut, encore une fois, la guerre n'étant pas terminée en Ukraine, peut continuer à faire couler beaucoup d'encre et avoir beaucoup d'impact dans ce qui va se passer dans les prochains mois. Là. Ouais, bah c'est un sacré merdier hein, dans lequel les Européens sont en ce moment. Pardon pour le langage châtié, vous m'excuserez, hein, mais c'est ce que je pense malheureusement. Hein. C'est vrai que alors cette espèce de mécanisme en fait de gas cap, hein, donc l'espèce de prix plafond, on pourrait l'appeler ça comme ça en français, sur le gaz naturel et sur le pétrole russe aussi, je le précise, parce que il y a aussi le produit pétrolier aussi russe qui sont quand même importants, mais qui seront progressivement bannis aussi. C'est avec les sanctions européennes qui sont tombées. Donc ça pose, on va dire, énormément de questions. Et c'est vrai que ça s'appliquerait aussi ce mécanisme-là au pétrole qui transite par d'autres pays. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette manœuvre de contournement, notamment qui a été faite par les Indiens, et ben de revendre en fait du gaz naturel ou de l'essence en fait à des prix beaucoup plus élevés, enfin, alors qu'en fait ils ont été tirés depuis la Russie, parce que tu n'es pas capable de savoir d'où vient évidemment ce baril-là, parce que c'est évidemment très compliqué. Donc on est dans une situation un peu particulière, parce que justement on est un peu à la croisée des chemins de savoir est-ce que ce gas cap va être efficace, ou est-ce qu'au contraire il va être sabordé par les producteurs. Et d'ailleurs il y a la réunion il y a 2 semaines entre Vladimir Poutine et le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Vous le savez, vous connaissez maintenant son nom par cœur. Je parle bien de Mortgage Backed Securities. Non, pardon. Absolument. C'est Mohamed Ben Salman, bien évidemment. Là, c'est le fameux prince héritier. Était-il responsable de la crise de 2008-2009? Ça reste à prouver. Alors, on sait que qu'il a été la personne derrière, on va dire, les fameuses purges hein, dans le régime de l'Arabie Saoudite. Hein. D'ailleurs, c'était le terme que j'avais pas d'ailleurs juste avant là, dans le précédent segment là, mais c'est lui qui a été derrière en fait la purification du pouvoir autour de sa personne en Arabie Saoudite. Et on sait que on est dans un contexte où en ce moment l'OPEP+, donc qui inclut la Russie et les pays fondateurs de l'OPEP, qui pour le coup n'inclut pas la Russie, mais je crois ça inclut la plupart des pays du Maghreb et du Golfe, et se sont dit écoute, en ce moment les prix baissent parce que avec ce qui se passe, ils avaient tellement été hauts qu'ils se sont mis à rebaisser, à se renormaliser, mais on dire non, on veut soutenir, si tu veux, des prix qui sont assez intéressants. Alors, l'OPEP, évidemment, va faire plein d'argent, ils sont bien contents, hein, parce qu'ils ont perdu énormément de sous pendant le Covid. Hein. Tu te souviens de la période où il y avait les prix négatifs, on en parlait sur le podcast. Et là, en ce moment, le problème, c'est qu'il y a une disruption au niveau de l'offre, en fait. C'est là où c'est rare. Souvent, le marché, en tout cas de la demande au niveau des produits énergétiques, est assez constant. En fait, il est assez constant en annuel, mais évidemment c'est cyclique parce qu'il y a des périodes, par exemple, tu l'as bien dit, pour le gaz de chauffage, c'est beaucoup plus utilisé évidemment pendant l'hiver, et on sait que l'Europe est très dépendante de ça.
Donc c'est vrai que c'est ça qui est particulier, hein. D'habitude, la plupart des chocs, en fait, historiquement, étaient sur l'offre. Pendant le Covid, ça a été un choc de demande, c'est ça, où c'est très rare. C'est quelque chose qui a quasiment jamais été fait, hein. D'ailleurs, des chocs de demande, c'est très très rare, à moins que ce soit des conflits, etc. Et là, d'habitude, souvent le blocage se fait plus au moment de l'offre. Là, on revient dans une logique, on va dire, où c'est l'offre qui va être disruptée avec ce qu'on connaît avec le contexte géopolitique, avec le contexte qu'on a connu, par exemple, dans les années 70 du premier choc pétrolier en 73, en second avec la crise iranienne, on savait tous, avant 78, avec la prise de l'ambassade américaine de Téhéran, là, qu'on connaît, enfin, ça fait partie, on va dire, peut-être de... Vous n'êtes pas au courant, lisez là-dessus, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça fait du lien en plus à ce qui se passe en Iran en ce moment. Donc, il y a tout un contexte, un bordel, pardon, de l'expression géopolitique qui crée beaucoup d'instabilité sur l'offre. Et t'as beau faire un cap au niveau de la demande en garantissant des prix plafonds, bah, c'est clair que tu es quand même très dépendant de l'ensemble des producteurs mondiaux, incluant le Venezuela, incluant la Russie, en incluant évidemment tous les pays du Golfe. Le seul pays qui serait relativement sauvé, entre guillemets, en fait les deux seuls, je vais te les lister, c'est les États-Unis d'Amérique et c'est le Canada. Parce que ces derniers-là, ils sont dépendants sur leur propre production. Et peut-être aller le Brésil avec le bloc Mercosur. Mais le reste du monde est complètement fucké, pardon. Mais la Chine est dans gros problème parce qu'elle va payer plus cher pour sa croissance. Parce que ça coûte de l'argent, hein, de faire construire un pays et garantir ta croissance économique. Et c'est vrai que ça va se faire avec des prix du baril qui risquent d'exploser à nouveau au-dessus des $100 le baril. Donc c'est vrai que c'est un risque aussi. Et les autres pays émergents comme l'Afrique, bah, on leur a promis, si tu veux, l'espèce de soft power, la bienveillance russe. Et bah, cette dernière, elle n'est pas là, si tu veux. Donc il y a toute une géographie, on en avait parlé d'ailleurs il y a 2-3 épisodes sur la géographie qui va être modifiée, géopolitique, pardon, qui va être modifiée avec le conflit russo-ukrainien, mais j'ai peur que l'action aussi de l'OPEP vient aussi remodifier, en plus de ce qu'on avait dit, évidemment, sur les constats qu'on avait faits avec la Russie, et ben viennent rajouter de la sauce sur le sundae, là, rendu là, dans ce pétrin dans lequel sont enfermés les Européens, les Occidentaux, évidemment, depuis le début de l'année. Exact. Puis, tu sais, moi, je trouve ça un peu ironique. Là, c'est un peu c'est une forme de contrôle, mais à mon avis, ça amène beaucoup plus d'instabilité à court terme, moyen terme, dans un contexte de récession potentielle, dans un contexte récessionnaire. Commencer à jouer dans le volet des commodités qui ne se portent pas déjà bien, on s'entend, c'est déjà très instable, et d'amener une forme de contrôle au niveau du prix, je pense que ça met plus de l'huile sur le feu, à mon avis. Donc, les bénéfices vont être quoi? Vont être bons. Peut-être être en mesure de pouvoir limiter les coûts et assurer un approvisionnement si tout se règle bien et que la Russie suit un peu ce genre de décisions-là. Mais encore une fois, où est-ce qu'on en est dans 6 mois? Dans un contexte où ben, on a besoin du gaz naturel, oui, on a besoin aussi, on sait qu'il y a des impacts collatéraux sur le pétrole également, même si on ne parle pas de cap sur le prix du pétrole, mais ça reste que la Russie est deuxième, si je ne me trompe pas, derrière l'Arabie Saoudite, justement, ça va avoir un impact pareil. Donc c'est sûr que c'est continuer à mettre de l'incertitude sur un secteur qu'on a besoin dans un contexte récessionnaire. Donc c'est là où c'est ce qui m'inquiète. Je veux dire, bon, est-ce qu'on essaye juste de, en même temps, profiter pour juste clouer l'économie au sol complètement, puis repartons à neuf, là? Si oui, je vais aller essayer de m'acheter quelques pierres pour pouvoir être en mesure de faire un feu à l'extérieur et puis on repart à neuf, là. C'est plus du bois, là, que Ben, non, mais tu sais, quand tu cognes les pierres et tout, là, on repart à neuf oui, pour faire la flamme, là. Donc c'est sûr qu'il y a ce volet-là qui est un petit peu, qui est pas rassurant, encore une fois. Ça a tout présentement, si on prend juste le vol économique, là, on fait fi de tout le reste, là, ça a tout pour ce genre de décision-là être dans les livres d'histoire au niveau d'une récession qui peut être assez significative. C'est ce genre de décision-là sur un domaine qui, en général, on espérait aide à maintenir un certain, en bon anglais, un certain buffer dans une récession, là, mais qui là se retrouverait un peu mis dans une, entre guillemets, instabilité, à mon avis, malgré le fait que c'est un contrôle, comme je dis, c'est l'ironie. C'est quelque chose qui me rassure pas. Je me dis, bon, il n'y aura pas beaucoup de classes d'actifs à travers le monde qui vont bien se porter. Oui, c'est une récession, certains diront c'est toujours ça. Oui, mais pas à la même ampleur. Je me dis, je pense qu'on se porte pas très bien à ce moment-là au niveau des commodités. On se portera encore moins bien qu'on le pensait. Donc, c'est ce qui me rassure pas. Encore une fois, la priorité reste, premièrement, la guerre en Ukraine, que ça se termine. Je pense que c'était un des débats qu'on ne pensait pas forcément avoir, devoir parler d'un cap pour la période d'hiver du monde au niveau du gaz naturel, parce qu'on avait tous espoir que ce soit terminé avant ça pour x, y raison, diplomatie, peu importe. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est un peu là où on n'a pas le choix de mettre en place
quelque chose qui va assurer, bon, ben, moindrement de l'approvisionnement pour que justement il n'y ait pas de casse-tête en Occident et surtout dans l'Union européenne, mais je pense que ce n'est peut-être pas la solution parfaite. Espérons-le toujours un dénouement favorable et qui va un peu ramener ce qui serait une fin d'une guerre. Là. Mais bon, comme je dis, je pense que ça, c'est un scénario qui reste encore une fois très optimiste de ma part. Là. Ouais, si je peux rajouter peut-être un dernier point, JP, puis je pense qu'on pourra rendre l'antenne, parce je vois l'heure qui défile. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir la réaction aussi au niveau des sociétés en Occident, hein, parce que malheureusement, en fait, c'est con, mais c'est toujours le consommateur européen qui se retrouve malheureusement, on va dire, impacté, si tu veux, par ce qui se passe, pardon, par exemple, pour l'anglicisme, parce qu'impacté, c'est plus subit les conséquences, si on voulait parler, on va dire, de manière franco-française, hein, mais et ben c'est eux qui payent, si tu veux. Et c'est vrai que la tension sociale est déjà à son plus haut avec l'inflation qu'on a connue depuis, on va dire, depuis le Covid, enfin, surtout depuis 2021. Donc il va falloir se poser, on va dire, les questions de savoir est-ce que ça va pas péter, on va dire, du côté social. On sait que en Italie, en Allemagne, il y a quand même des mouvements, on va dire, sociaux forts. On a vu avec l'élection italienne, avec l'élection de Giorgia Meloni, qu'il y a clairement un désir, on va dire, de changement, de radicalité dans la population européenne. Dans les Allemands, c'est clair que bon, leur système politique est un peu différent, mais en Espagne, il y a aussi du mécontentement, même si l'Espagne est un peu moins impactée, c'est peut-être la bonne chose. En Angleterre, n'en parlons même pas, enfin, le Royaume-Uni est vraiment, je pense, le premier, en tout cas le marché le plus impacté, encore une fois, pardon, par ce qui se passe avec en plus une instabilité gouvernementale et une instabilité en termes d'approvisionnement commercial depuis le Brexit, donc qui rajoute encore une contrainte en plus, avec les pénuries énergétiques qui vont probablement arriver, on va dire, dans le Royaume-Uni. Donc c'est des questions qui vont se poser. Et évidemment en France, on l'a bien vu, hein, il y a eu des fameuses manifestations de ce que j'ai vu avec 150 employés de raffineries qui ont littéralement bloqué le pays parce qu'il n'y a littéralement plus d'essence. En fait, il n'y a plus une goutte d'essence parce que les raffineries, les stations-service ne sont pas approvisionnées en carburant. Donc, on voit déjà tout un tas de problèmes qui, oui, pour le coup, ne sont pas encore liés à la crise énergétique parce que cette dernière va avoir lieu plutôt dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Probablement novembre, décembre, c'est là où on va commencer à voir être vraiment dans le pétrin. Et je suis assez pessimiste sur ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est pas un épisode très sympa. J'ai l'impression qu'on on dit pas forcément des choses, mais malheureusement, j'essaie de dire ce que je pense. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous excuserez, chers auditeurs. La prochaine fois, on fera plus de blagues et on fera plus de YOLO stock et de meme Pro scandale ou c'est ça. Exact, ou des trucs drôles. Enfin, c'est-à-dire, si vous avez des idées, des sujets, ça nous fera plaisir. Hein, des trucs drôles, si vous voulez qu'on parle, je sais pas, de trucs drôles, de foot, ou ce genre de trucs, ça me fera plaisir aussi, mais c'est malheureux, mais la vie économique qu'on connaît depuis les dernières semaines est un peu catastrophique, donc on essaye en tout cas de trouver un peu de joie avec le foot, par exemple, avec ce qui se passe en ce moment. Donc, exact. Donc, mais bon, c'est ce qui met un terme à l'épisode. Je pense que c'est bien qu'on parle des vraies affaires. Là. C'est ce qu'on se parle encore une fois en off. Là, on l'a dit, la base du podcast était de mettre en discussion justement avec vous, là, les chers auditeurs, là, les sujets qu'on parle en off. C'est très rare présentement qu'on parle de à quel point ça se porte bien présentement, les contre-futurs sur les kettles aux États-Unis. Donc je pense qu'on sait bien être réaliste avec ce qui se passe. Et comme on l'a dit, bien, effectivement, là, Gab, tu l'as bien mentionné, mais si vous avez des sujets ou des idées, n'hésitez pas à les partager. Je fais le mot de la fin, comme je le fais de plus en plus dernièrement, là, mais donc ceux qui nous écoutent, comme toujours, au niveau de YouTube, donc la plateforme clé pour les commentaires initialement, donc allez mettre des likes si vous avez apprécié le contenu, allez mettre des commentaires si vous voulez encore une fois partager votre opinion, étant donné que c'était un peu le contexte, donc toute opinion est bon à partager, donc on vous invite à le faire, ça va nous faire plaisir à le lire, et n'hésitez pas également, auditeurs, à commenter sur des commentaires qui vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne également en mettant la fameuse cloche là, qui aide également pour la notification. Vous pouvez également, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, utiliser l'adresse courriel que Gab met dans les zones commentaires également. Et, comme toujours, la majorité d'entre vous, donc vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, les plateformes audio,
Donc, n'hésitez pas à nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Amazon Podcasts, etc. Google Podcast, tu l'as oublié, mon Google Dieu. Podcasts. 10 heures aussi. 10 heures, mais ça, je le mentionne jamais, je pense. Mais encore une fois, ça n'a pas évolué, donc toujours pas de commentaires, mais n'hésitez pas à aller mettre des étoiles, des likes, peu importe le système de gradation qu'il y a. Ça nous aide énormément pour le référencement. Également, je pense que dans la majorité, vous pouvez vous abonner aussi pour avoir une forme de notification que je l'ai toujours dit. Je considère que c'est beaucoup moins facile de voir des podcasts apparaître facilement sur les plateformes audio, mais c'est parfois beaucoup mieux à écouter qu'avec le magnifique background que Gab met sur YouTube. Mais on salue bien évidemment tout le monde qui nous écoute, peu importe le système. On apprécie énormément vos écoutes. Et je te remercie, Gab, comme toujours, pour ta présence. Merci. Et je vous dis, tout le monde, déjà à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.